VIP, votre information patrimoniale avec Banque Palatine, banque des ETI, des dirigeants et banque privée. Bonjour, bienvenue dans VIP, votre information patrimoniale, le magazine qui vous parle et vous conseille sur votre argent, numéro spécial consacré au budget 2025. Quels sont les détails que vous n'aviez pas vus? Qu'est-ce qui change en matière de fiscalité? Et puis en fin d'émission, on parlera d'or, l'or qui n'arrête pas sa progression. Alors comment on investit dans l'or? Quelle fiscalité spécifique? Parce que là aussi, oui, il y a une fiscalité spécifique à l'or. On verra donc ça avec un expert des métaux précieux. VIP, 3e édition, c'est maintenant, c'est parti. Et ça commence par l'actu patrimoine et d'abord la mesure du budget 2025 qui va alourdir les achats immobiliers avec cette hausse des DMTO, des droits de mutation à titre onéreux, frais de notaire, non systématiques parce que ce sont les départements qui vont décider ou non de relever cette taxe collectée de 0,5%. Paris a déjà saisi la balle au bond, mais les résidences principales et les premiers achats restent exclus pour le moment. Malus durci pour les voitures thermiques. Le seuil de déclenchement passe à 113 grammes de CO2 par kilomètre. Le montant maximal du malus passe, lui, de 60 à 70 000 euros et il se déclenche à partir des véhicules émettant plus de 192 grammes de CO2 par kilomètre. Actualité bourse, plus d'1 demi-million de personnes a réalisé au moins une transaction impliquant un ETF en 2024. Année record pour ces fonds indiciels cotés en bourse, un vrai succès. Le montant des transactions a lui explosé de 83%, confirmant donc l'adoption massive de ces instruments financiers. Les ETF, on vous en expliqué le fonctionnement dans le précédent numéro de VIP. Enfin, une des voitures les plus chères au monde, on parle d'enchères. Il s'agit de la Ferrari 250 LM de 1965, la 6e automobile la plus coûteuse au monde. Elle a trouvé preneur début février pour plus de 34 millions d'euros. Vente effectuée à Paris. Il s'agit de l'exemplaire qui a procuré à Ferrari une 6e victoire consécutive aux 24 heures du Mans en 1965. Allez, maintenant on passe au crible, le budget 2025. Notre gros dossier de ce mois-ci, c'est la loi de finances 2025, qui est arrivée un peu tard cette année, mais elle a le mérite d'être là, d'avoir été adoptée. Quel changement induit-elle dans vos impôts, fiscalité de votre patrimoine, de votre entreprise? Sarah Bougrab est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate associée chez Beyond Avocat et Sébastien Coiffard, responsable ingénierie patrimoniale Banque Palatine. On va commencer avec cette nouvelle réjouissance, la contribution différentielle sur les hauts revenus, CDHR. Qui concerne-t-elle et comment on la calcule, Sarah? Alors, merci déjà pour votre invitation. C'est une nouvelle contribution qui a été instaurée par cette loi de finances. Elle concerne tout d'abord les personnes seules qui ont un revenu fiscal de référence supérieur à 250 000 euros et les couples qui ont un revenu fiscal de référence supérieur à 500 000 euros. Cette CDHR instaure une imposition minimale théorique donc de 20%. Et donc on va venir taxer les personnes qui ont une imposition qui va être inférieure à 20% sur le différentiel. Mais elles auront une fiscalité inférieure à 20% parce qu'elles auront optimisé par ailleurs Oui, elles auront bénéficié de dispositifs légaux d'optimisation. Donc on vient les rattraper en fait quelque part. Exactement. On estime que compte tenu du déficit public aujourd'hui, toutes les personnes, notamment les hauts revenus, il y a déjà la CEHR qui avait été mise en place par le projet de loi. Exceptionnel. Exactement. C'est différentiel. Voilà, qui avait été déjà mis en place il y a quelques années, je crois en 2012. Et on vient encore mettre une couche avec cette contribution différenciée. Si vous voulez, j'ai un exemple chiffré pour que les auditeurs puissent se rendre compte. Si on prend une personne seule qui a un revenu fiscal de référence à hauteur de 400 000 euros et qui aujourd'hui a un taux marginal d'imposition à hauteur de 15%, donc il va être imposé à 60 000 euros. Compte tenu de cette réforme, la CDHR va représenter le différentiel entre 20% et 15%, et donc ce contribuable va devoir payer 20 000 euros, qui est la différence entre
80 000 € qui représente 20%, donc l'imposition théorique et l'imposition qu'il a Et aujourd'hui. est-ce qu'on sait à quel moment il devra le payer en septembre? Est-ce que c'est lui qui devra faire sa déclaration, la déclaration, c'est lui qui va le calculer, cet impôt? C'est une très bonne question parce que je pense que les contribuables vont devoir se rapprocher. Il y a un acompte qui devra être versé en décembre et donc les modalités déclaratives vont aussi être chamboulées et bousculées. Donc je pense que les contribuables devront se rapprocher. Mais normalement, c'est que pour un an aussi, c'est ce qu'il faut dire. Bon, les clients n'étaient pas forcément préparés à ce nouveau. Enfin, c'est une contribution, c'est pas forcément un nouvel impôt. Mais comment on l'appréhende? Alors, il n'était pas préparé en 2024, puisqu'en 2024, la mesure a été présentée en fin d'année. Donc, toutes les personnes qui ont fait des opérations susceptibles d'être soumises à la CDHR ont appris l'existence de cet impôt fin 2024. Là, l'impôt est limité à l'année 2025, donc il n'est pas applicable en 2024 ni en 2026. Donc sur 2025, ils sont au courant de l'existence de cette contribution différentielle sur le revenu. Donc pour l'appréhender, il faut faire des calculs. Déjà, il faut être parmi les foyers fiscaux qui sont soumis à cette CDHR, c'est 24 000 foyers fiscaux. Et lorsqu'ils réalisent des opérations, une cession d'entreprise, une cession d'un actif immobilier, une distribution de dividendes, il faut simuler pour voir s'il y a de la CDHR. Donc tout le monde n'est pas concerné. Après, il faut garder à l'esprit que cette CDHR ne supprime pas la flat tax. La flat tax est maintenue. Donc on a toujours un taux d'imposition, par exemple sur un dividende qui n'a pas la nature de revenu exceptionnel. Sur 2024, la TMI était de 34%, elle passe à 37,2%. Il ne faut pas oublier qu'avant le 1er janvier 2018, la TMI sur les dividendes était de 44%. Donc, il faut tenir compte de cette CDHR dans les projets 2025. Il n'est pas forcément nécessaire de reporter les projets sur 2026, puisqu'on ne sait pas ce qui nous attend pour 2026. Oui, mieux vaut prendre ce qui est déjà connu que ce que l'on ne connaît pas encore, en fait. On va passer au BSPCE. Alors, ce sont beaucoup de vos clients, des chefs d'entreprise, se payent ou détiennent des sortes de stock options de leur entreprise. Donc, ça s'appelle bon de souscription. Et là, leur fiscalité est changée. Alors, on va peut-être en dire un mot avec vous, Sarah. Et on va revenir justement sur sur les petites modalités qui peuvent poser problème. Alors, le changement de fiscalité de cette loi de finances pour les BSPCE. Cette loi de finances instaure une distinction importante entre deux types de gains, donc le gain de cession d'une part et le gain d'exercice. Le gain d'exercice, pour rappel pour nos auditeurs, donc les BSPCE sont une option, donc on souscrit au BSPCE, donc on a un prix d'acquisition, un prix d'option et un prix de cession. Donc il y a trois prix. Lorsque l'on est salarié d'une entreprise, généralement salarié important qui est employé, on nous offre des BSPCE et donc cette option-là. Aujourd'hui, la fiscalité va changer parce que cette loi de finances nous indique qu'il va falloir différencier l'imposition entre le gain de cession et le gain du coût d'acquisition. Pour être plus clair, le gain d'exercice, donc qui a une nature salariale, lui va être soumis à un prélèvement forfaitaire unique de 30%. Pour les personnes qui sont présentes dans l'entreprise depuis plus de 3 ans, et ça c'est un détail très important, parce que lorsqu'on est présent dans l'entreprise depuis moins de 3 ans, le taux d'imposition peut exploser et atteindre plus de 47%. Et pour du coup les gains de cession, on revient au régime classique des plus-values mobilières. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut prendre en compte peut-être, Sébastien, sur ces BSPCE effectivement, est-ce qu'il y a une bonne stratégie d'optimisation déjà que... Alors déjà, la loi de finances limite les opportunités de stratégie patrimoniale, puisque les BSPCE ne sont plus éligibles au PEA, au PE. Et l'apport d'actions acquises en vertu de BSPCE n'est plus possible, est possible mais fiscalement pénalisant dans le cas d'une holding. Donc ces stratégies-là sont mises de côté. En revanche, ce dont il faut tenir compte, c'est effectivement la durée présence dans l'entreprise au jour de l'exercice, au jour de la cession plutôt de l'action. Et puis, souvent dans les BSPCE, il y a la théorie et la pratique. En pratique, les salariés sont plutôt jeunes, ils sont en constitution de patrimoine, et donc pour acheter des actions, ils doivent les céder par la suite. Donc on est sur une opération d'acquisition d'une action et d'une cession dans la foulée. Oui. On ne conserve pas sur la durée. Et puis si on peut conserver sur la durée, on est à la flat tax, on l'a vu, sur la plus-value, sur le gain net, le gain de cession. Donc il n'y a pas
d'abattement pour durée de détention, puisqu'on est sur des titres acquis en 2025. Donc on sera sur la flat tax. Et là, il va falloir piloter en fonction de la valeur de l'action. Si la valeur de l'action diminue et qu'on est obligé de vendre l'action, on sera en moins-value. Qu'est-ce qu'on fait de cette moins-value? Donc là, il faut attendre que les textes nous précisent si on peut l'imputer sur le gain d'exercice ou pas. Et si on est en plus-value, il faut faire très attention parce que la plus-value, pour tous les dispositifs de management package, on a un plafonnement de la performance financière. Au-delà d'un certain montant de plus-value sur le gain de cession, on est taxé en salaire. Et donc là, on est taxé à 59%. Donc il faut piloter... Devenir très vite forcément très intéressant. Exactement. Donc il faut piloter en fonction de la valeur de l'action. Au bout d'un certain moment, au bout d'une certaine valeur, il sera moins intéressant de conserver l'action, il faudra la vendre. Ouais. Voilà. Et Sarah, pour vous, il y a aussi des choses à préciser. En fait, on attend encore des précisions de l'administration fiscale. Exactement. Et il va falloir aussi documenter, je pense, parce que la valorisation des titres au moment T, c'est-à-dire au moment d'acquisition, au moment de cession et au moment de la levée de l'option, va potentiellement être un sujet pour l'administration fiscale demain. Donc il va falloir aussi documenter et s'assurer que la valorisation des titres, telle qu'on l'a déclarée, est conforme pour l'administration fiscale. Ouais. On passe à l'investissement immobilier. Là aussi, c'est peut-être un thème qui intéresse nos auditeurs. La niche LMNP, donc location meublée non professionnelle, est elle aussi modifiée. Des avantages fiscaux qui restent sur les loyers, mais pas lors de la revente, avec un changement dans le calcul sur la plus-value immobilière. Alors, comment ça affecte, je m'adresse déjà à vous, Sébastien, les investissements locatifs déjà réalisés ou à venir? Je pense qu'il faut distinguer les investissements qui sont déjà réalisés, et auquel cas la loi s'applique tout de suite. C'est-à-dire que lorsqu'on cède un bien immobilier, on est soumis à cette nouvelle disposition, donc le nouveau méthode de calcul de la plus-value. Après, la question en termes de stratégie, c'est qu'est-ce qu'on fait? Si on change la méthode d'exploitation de l'actif, par exemple, on a un appartement loué en LMNP, est-ce que le mettre en résidence principale, est-ce que opter pour le micro-BIC ou est-ce que le mettre en location nue est intéressant en matière de plus-value? À mon sens, ça ne changera rien puisqu'on tiendra compte, lors du calcul de la plus-value, des amortissements historiques. Après, je vous rappelle qu'on est en plus-value immobilière, donc ce sont les notaires qui calculent et qui versent l'impôt à l'État. Donc ils risquent d'avoir certaines difficultés en pratique. Donc pour moi, la stratégie, c'est la conservation longue. On est toujours en plus-value immobilière des particuliers. Donc on a une exonération au bout de 22 ans de détention pour l'impôt sur le revenu, 30 ans pour les prélèvements sociaux. Et on nous parle déjà d'une proposition de loi qui a été déposée devant l'Assemblée pour ramener ces délais de détention à 15 ans, comme c'était le cas il y a plusieurs années. D'accord. Donc, éventuellement, la stratégie, si on a un actif qu'on n'est pas obligé de céder, c'est le conserver un peu plus longtemps, soit pour atteindre les délais de 22 ans et 30 ans, mais j'ai conscience que c'est très long, soit pour voir si la loi évolue positivement dans les prochaines années. Alors, Sarah, si on ne peut plus amortir, est-ce qu'on peut encore déduire des choses pour amoindrir la plus-value et l'impôt? Oui, les déductions dites traditionnelles, c'est-à-dire la taxe foncière, les charges afférentes aux biens, les intérêts d'emprunt ou les frais de gestion sont encore déductibles aujourd'hui. Oui. Juste pour revenir sur les amortissements qu'on ne peut plus et qui entrent dans le calcul aujourd'hui de la plus-value. Oui, on peut revenir sur effectivement les modalités de calcul. Exactement pour le calcul de la plus-value. Alors aujourd'hui, souvent, le LMNP est utilisé par des dirigeants d'entreprise ou des salariés qui veulent investir dans l'immobilier. C'était un régime qui était très attractif jusqu'alors. Aujourd'hui, et je rejoins ce qui a été dit, si on n'est pas sur une stratégie de détention longue, pour moi, c'est de moins en moins intéressant parce qu'on est en réalité imposé au mieux comme les entreprises, donc comme une SCI par exemple à l'IS, où le régime du loueur meublé professionnel devient plus avantageux. Le calcul de la plus-value, si on prend par exemple un bien qui a été acquis à 200 000 euros, qui est revendu à 300 000 euros quelques années plus tard et qu'on a amorti 50 000 euros, le régime antérieur à la loi de finances mettait l'assiette de l'imposition, donc l'assiette de la plus-value était à hauteur de 100 000 euros. Aujourd'hui, il va falloir réintégrer les amortissements, donc sur un taux d'imposition par exemple à 19%, ça fait passer l'imposition de 19 000 euros à 28 500 euros par exemple pour ce type de cas. Donc les impacts financiers pour les personnes ayant investi dans
dans le cadre de ce régime sont quand même assez importants. Mais ça change que pour la cession et pas sur la durée de vie et la perception des loyers pendant tout le temps de l'investissement. Uniquement, exactement. Les amortissements restent valables, donc on peut en bénéficier pendant toute la durée de location. Et réduire son imposition tous les ans. Simplement, régime assez classique. Généralement, quand on exonère pendant la durée de vie, c'est à la sortie. Donc en fait, c'est un dispositif fiscal qui est assez bien connu des fiscalistes. À la sortie, on réintègre l'avantage fiscal qu'on a eu tout au long de la location du bien qu'on avait en location. Bon, changement à prendre en compte. Est-ce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles dans ce budget? Sébastien, c'est à vous de nous remonter le moral. Oui, il y a beaucoup de bonnes nouvelles. Tout d'abord, le barème de l'impôt sur le revenu, qui est rehaussé du taux de l'inflation. Donc c'est 1,8%. Ce n'est pas les 2% annoncés dans le gouvernement Barnier, c'est 1,8%. C'est une bonne nouvelle pour 380 000 foyers fiscaux qui ne rentrent pas à l'IR. Et c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, puisque du coup, le taux de l'impôt va diminuer d'autant. Et puis rappelons-le, le barème de l'impôt sur le revenu, c'est un des derniers barèmes qui est augmenté chaque année du taux de l'inflation. Oui. Ce n'est pas le cas, par exemple, pour les droits de donation et succession depuis un certain nombre d'années. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a d'autres dispositifs qui sont aussi repris, par exemple l'abattement de 500 000 € pour le dirigeant qui cède son entreprise et qui part à la retraite. Donc celui-ci devait se terminer fin 2024, il est prorogé pour plusieurs années. Donc c'est une bonne nouvelle. Et vous en voyez, Sarah, des bonnes nouvelles ? À part celles qui ont été citées, non. Peut-être que sur les différents seuils aussi relatifs au quotient familial ont aussi été revalorisés au même titre que le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Ouais. Bien, merci à vous deux de nous avoir éclairés sur ce budget 2025. Allez, maintenant, on va parler d'or. À votre service, c'est le moment bonus de VIP. Certains d'entre vous ont vu les récents records sur l'or et ils nous ont posé la question de savoir comment investir, comment s'y exposer. On a invité un expert des métaux précieux, un expert de l'or, Anthony Busco. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, on va d'abord dire que or physique, or papier, c'est comme en immobilier, il y a quand même deux manières de s'exposer. Absolument, on peut s'exposer du coup avec l'or papier, donc des fonds qui vont répliquer le cours de l'or, et l'or physique, sonnant et trébuchant, donc des lingots d'or ou des pièces d'or, principalement qui nécessitent après d'être stockés en sécurité. On va voir les différences après. On pourrait penser que le plus simple, c'est quand même aller de s'exposer via un ETF, donc qui va répliquer la performance de l'or sans avoir à le détenir directement. En plus, on a un ETF, c'est assez simple, les frais sont peu élevés. Est-ce que néanmoins, un ETF sur l'or va répliquer toute la performance ? Il va répliquer toute la performance. Effectivement, le principal défaut de l'ETF or, ça va plutôt être sur le risque de contrepartie, puisque c'est des fonds qui vont émettre les certificats en or, et c'est ces fonds qui sont censés détenir l'or physique. Et ce sont eux qui peuvent faire défaut, entre guillemets ? Absolument. Au final, qu'est-ce qui nous garantit que l'or est bel et bien dans les coffres ? Quand on est détenteur d'ETF or, on est détenteur d'un certificat de l'or papier, ça porte bien son nom. On n'a pas l'or physique en sa possession. C'est le fonds qui est censé garantir la contrepartie physique. Et bien souvent, on s'aperçoit que le ratio physique-papier n'est pas du tout le même, avec un ratio d'environ 1 pour 200. Oui, donc j'imagine qu'il faut faire ses due diligence sur la société dans laquelle on investit via cet ETF. Donc quelle enveloppe aussi on met cet ETF or ? Ça va rentrer principalement sur des comptes titres. Après, vous avez aussi certaines assurances vie, notamment au Luxembourg, qui permettent d'en détenir dans l'enveloppe assurance vie, justement. Alors, quel autre moyen pour l'or papier de détenir des lingots sur de l'or sans avoir justement à détenir les lingots ? Alors, on peut s'exposer à l'or de différentes manières, notamment en achetant des sociétés minières, donc des actions de sociétés minières. Donc, indirectement, on s'expose à l'or, mais on s'expose avant tout à l'entreprise qui travaille, donc forcément ça ne diminue pas les risques de gestion, de mauvaise gestion de la société en question. Donc c'est une exposition à l'or indirecte, mais c'est avant tout une exposition à l'entreprise qui, elle, va exploiter les mines d'or.
Et enfin, justement, si on choisit d'aller acheter directement des lingots d'or, donc de le détenir à cette heure, de l'avoir dans ses propres coffres, qu'est-ce qu'il faut savoir ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est déjà la fiscalité qui est plutôt avantageuse sur le long terme sur l'or physique. Sur les ETF, sur l'or papier, ça va être la flat tax qui va s'appliquer sur les plus-values, alors que sur l'or physique, il va y avoir une dégressivité dans la fiscalité. À partir de la deuxième année de détention, il va y avoir un abattement de 5% sur le taux de 36,2% sur les plus-values. Et du coup, au bout de 22 ans de détention, il y aura une totale exonération de taxes. Donc, c'est pour ça que l'or physique s'envisage plutôt sur le long terme. Et sur le long terme, on évite la fiscalité, donc c'est plutôt avantageux. Oui, mais l'or physique, il faut aussi le stocker, c'est aussi ce qu'il faut prendre en compte, des coûts de stockage. Et en revanche, ce qu'il faut savoir, c'est aussi qu'au moment de l'achat, on ne paye pas de TVA, mais on paye une prime, c'est ça ? C'est ça. Étant donné que sur l'or physique, vous avez tout un processus industriel qui est nécessaire en fait pour avoir un produit ouvragé, un produit fini, vous n'allez pas le payer uniquement au cours de l'or, qui est le cours de la matière première, mais vous allez aussi payer une prime qui s'exprime la plupart du temps en pourcentage, et c'est l'écart qu'il va y avoir entre la valeur du produit fini et la simple valeur intrinsèque du métal qui est contenu à l'intérieur du lingot ou de la pièce. Mais pour donner un ordre d'idée, elle est de quel ordre ? Tout va dépendre le type de produit. Plus le produit va être petit, plus la prime va être élevée en pourcentage, parce que les coûts de production en pourcentage de la valeur vont être proportionnellement plus élevés sur un petit produit que sur un gros. Donc c'est relativement variable. On va dire que sur un lingot d'1 kilo, la prime doit être autour de 1,5%, là où sur des plus petits lingots, elle va plutôt se rapprocher de 5 à 10%, on va dire. Ok, ça nous donne bien un ordre d'idée. Merci beaucoup Anthony Busco, expert des métaux précieux, de nous avoir éclairé donc sur l'or. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Votre information patrimoniale revient le mois prochain. En attendant, portez-vous bien.